Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Prévention de Collecteam. Alors en ce mois de mars, nous avons décidé de consacrer cette session à la question du harcèlement sexuel parce que mois de mars, mois du droit des femmes, eh bien c'est une situation que nombreuses d'entre vous pouvaient connaître malheureusement. Donc pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Florence Monteil. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc Florence, tu es avocate en droit du travail, spécialisée. C'est ça. Avec, je crois, un DU en plus en médiation. En médiation. Voilà. Et tu es au cabinet LM Avocat, qui est à Paris. Exactement. Et qui intervient sur la France entière, en fait. Sur la France entière et dans le secteur de la prévention, notamment au droit du travail. Tout à fait, oui. Alors, en fait, on entend, Florence, souvent parler du harcèlement, alors qu'il soit moral ou qu'il soit sexuel. Et les gens souvent parlent du harcèlement à partir de leur ressenti, de leur souffrance. Et souvent, il y a une souffrance, effectivement, qui est associée. Mais est-ce que la définition du harcèlement sexuel est une définition qui est psychologique, c'est-à-dire à partir de ce qu'on ressent, de ce que la personne plaignante témoigne de sa souffrance, ou est-ce qu'elle est juridique, cette définition ? Alors, en tant que juriste, c'est avant tout, pour moi, une définition juridique, mais qui est quand même partie d'un constat, qui est quand même partie d'un ressenti réel, parce que la loi n'est jamais complètement décorrélée de ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, il y a des textes juridiques et une définition précise qui se retrouve dans 3 corps législatifs, donc le Code du travail, le Code pénal et le Code général de la fonction publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette définition est très proche, que ce soit Code pénal, Code du travail et Code général de la fonction publique, qu'elle est à la fois très précise, donc très détaillée, et qu'elle vise un champ d'application extrêmement large. Donc ça, c'est le législateur qui a vraiment voulu ouvrir le champ des possibles pour les victimes de ce type d'agissement. La difficulté, tout de même, toujours dans l'interprétation des textes, c'est que ces textes-là, et on y reviendra, utilisent des termes comme atteinte à la dignité, comme propos dénigrants, humiliants, et que ces propos-là et ces termes-là, en eux-mêmes, comportent des interprétations qui peuvent être subjectives. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est avocat et lorsqu'on est juriste en général, on se réfère aux décisions de justice, à la jurisprudence pour pouvoir s'accrocher aux cas concrets et pour savoir ce qu'on comprend derrière propos dénigrants et propos humiliants. Donc il y a des illustrations qui sont bien évidemment données par les juridictions et sur lesquelles on se repose pour pouvoir véritablement qualifier les situations. Donc tu veux dire qu'en fait, si la situation est très caractérisée, il n'y a pas de problème, le texte de loi suffit. Si on voit que c'est un peu flou quand même, que ça peut prêter à contestation, alors on va voir les jurisprudences pour voir si dans de telles situations analogues, similaires, on a un jugement qui a été rendu et qui est venu le préciser. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, c'est pas comme la common law en Angleterre où c'est vraiment que les décisions de justice qui font loi. Mais malgré tout, c'est vrai que les décisions, que ce soit rendues par les cours d'appel ou parfois même les juridictions de première instance, sont un puits de ressources pour nous, pour pouvoir, par analogie, alors il n'y a jamais de situation totalement similaire, mais par analogie quand même savoir comment ça s'est décidé, comment ça a été interprété. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe une définition du harcèlement sexuel ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Alors, il y a plusieurs définitions du harcèlement sexuel, mais qui sont inclus dans un seul texte. Donc, c'est au niveau du Code du travail, c'est l'article L1153-1 du Code du travail. Et donc, dans cette définition, il y a 2 parties et 2 sous-parties. C'est souvent le cas en droit d'ailleurs. Donc, il y a une définition qui suppose une définition classique du harcèlement avec une notion de répétition. Et l'autre définition qui finalement procède par assimilation, donc qui se passe de la répétition. Donc, sur la définition, il y a une répétition. La définition est la suivante, sans que je vous le dise de manière littérale, mais c'est le fait pour toute personne par des propos ou un comportement, donc déjà on voit que ça ouvre, propos ou comportements répétés, de nature sexuelle ou sexiste, à l'attention d'une personne qui va porter atteinte à sa dignité,
par leur caractère dénigrant ou humiliant, mais également qui peuvent, sans nécessairement porter atteinte à la dignité d'une personne, qui va créer une situation intimidante, offensante. Donc on voit là vraiment que c'est très ouvert. Dans cette définition-là, il y a la notion de répétition. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 agissements pour permettre de caractériser le harcèlement sexuel. On peut dire à partir de 2, c'est une répétition. Alors évidemment, 2, c'est une répétition de 1 et 1, je comprends bien. Mais en droit, on peut dire 2, ça suffit? Alors 2, ça suffit. 2, ça suffit. Après, ce qui va bien évidemment différer, c'est la gravité. C'est-à-dire que on va estimer que s'il y a une répétition de 10 ou 15 fois le même comportement ou d'un comportement similaire qui peut être caractérisé comme je viens de l'indiquer, et 2 fois, ça ne va pas être jugé de la même manière. Mais on rentre déjà sur le terrain du harcèlement. Donc, propos, comportement à connotation sexuelle ou sexiste répétée, concrètement, si quelqu'un dit, je sais pas moi, ton chemisier, il te met très en valeur, on entre dans quelque chose qui est à connotation sexuelle? Alors ça peut s'il y a une répétition. Oui. Et là, on sera vraiment dans la deuxième partie, c'est-à-dire la création d'une situation intimidante. On ne sera pas nécessairement dans le cadre de propos qui portent atteinte à la dignité, puisqu'on peut estimer que ce sont c'est un compliment. Des compliments. Mais donc quand c'est même ça orienté. l'ambiguïté, et c'est effectivement ce que le législateur a voulu inclure précisément dans cette définition. C'est également ce type de comportement qui consiste à multiplier effectivement des compliments. Mais qui vont au-delà du compliment quand même. Effectivement, de par leur répétition, de par le positionnement peut-être de la personne qui les adresse, va créer une situation intimidante. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, cette notion de situation intimidante. Parce que c'est vrai qu'on aurait eu du mal, je dirais, à inclure ce type de comportement dans une qualification s'il n'y avait pas eu cette utilisation de ce terme-là. Mais est-ce qu'on peut quand même continuer à faire des compliments? C'est-à-dire, est-ce que si on dit à un collègue qui a un joli costume, t'as un beau costume, c'est pas du... Non. Pas du tout. Voilà, si on lui dit, il te met bien en valeur, ou t'as un beau cul avec, oui, évidemment. Mais... Voilà, donc après, c'est vrai s'il y a utilisation de propos plus grossiers, déjà, on se rapproche. Oui, ça se précise. Dangereusement de la situation de harcèlement sexuel. Donc déjà, il faut une notion de répétition. Donc ça signifie que si tous les jours, c'est tu as un très beau costume, oui, là, on peut effectivement se dire qu'on est dans une situation potentiellement qualifiable de harcèlement sexuel. Si c'est totalement... parce qu'à l'occasion d'un déjeuner d'équipe, et puis les gens se sont bien habillés, se sont fait très élégants, dire on est ravissante, là, on ne sera pas dans ce cas-là. D'accord. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou pas, mais enfin, en tous les cas, c'est ce que dit la loi. En tout cas, on peut encore faire des compliments. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Oui, c'est quand même... à titre personnel, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Donc ça, c'est la première partie de la définition, avec des propos, des comportements à connotation sexuelle, sexiste répétée. C'est ça. Et donc, il y a la deuxième partie de ce texte qui prévoit donc une assimilation au harcèlement sexuel. Par définition, ce n'est pas du harcèlement puisqu'il n'y a pas de répétition. Et là, le législateur a voulu viser les pressions graves qui sont exercées sur une personne ayant pour but réel ou supposé d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc ça, il suffit, je dirais, d'un comportement de ce type-là pour caractériser le harcèlement sexuel. Par exemple, si un collègue dit à une collègue, écoute, si tu veux avoir une augmentation ou une prime, il va falloir que tu te montres très très gentil avec ton chef. C'est fait qu'une fois. On voit bien quand même il s'agit de relations sexuelles. Et c'est une pression pour avoir une relation sexuelle. Et c'est pas pour moi, c'est pour le chef. Oui. Et ça entre quand même dedans. Ah oui, alors là, complètement. Même si c'est une blague. Dans le texte... y a pas de, le texte ne distingue pas. Oui, c'est ça, voilà. Dans le but réel ou apparent. Non. En fait, même une blague. Non, bien sûr, même une blague. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la promotion canapé. C'est clairement ce que le législateur a voulu viser, pas uniquement cet aspect-là, mais notamment cet aspect-là. Donc, il suffit d'une fois, c'est une sorte de chantage sexuel. Et ça, c'est totalement prohibé. Et une seule,
je dirais, une seule tentative caractérise le harcèlement sexuel. Ouais. Même si c'est une blague. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas blaguer. Tout à fait. Parce même que si c'est une pression. Blague. Tout à fait. Ouais. Est-ce que la répétition, dans la première partie, il faut que ça soit toujours la même personne qui répète les propos, les comportements, ou est-ce que si c'est d'autres personnes, ça peut compter pour répétition aussi? Alors voilà, là où tu fais très bien de m'interroger là-dessus, c'est que la loi prévoit aussi les situations dans lesquelles il peut y avoir un harcèlement d'ambiance, un harcèlement de groupe. La répétition va être caractérisée par le seul fait que plusieurs personnes, par des agissements uniques, vont harceler, donc par leurs propos ou leurs comportements toujours de nature sexuelle ou sexiste, une autre personne. Donc là, véritablement, ce qu'a voulu le législateur, c'est viser ces situations dans lesquelles la répétition va être caractérisée par le nombre de personnes qui participent à ce climat-là, à cette situation-là. D'ailleurs, que ces agissements soient faits sous l'égide d'une personne, d'un instigateur, que ce soit concerté ou pas. Le seul fait de savoir que d'autres collègues ont eu un comportement similaire et que nous adoptons un comportement similaire ou identique, eh bien, nous tombons sous le coup du harcèlement sexuel et nous participons à la réalisation de cette infraction pénale, puisque c'est aussi une infraction pénale. Donc il faut qu'il y ait répétition. Alors ça peut être la même personne qui répète, mais ça peut être plusieurs personnes qui le font qu'une fois. Qui font qu'une seule fois. Mais qui constituent la répétition en le faisant qu'une fois. C'est ça. Moi j'ai vu un exemple qui m'avait été donné un jour lorsque je discutais avec des managers. Il disait, en fait à la cantine, il y avait un type qui disait, à chaque fois qu'il y avait des fruits, il disait « la banane c'est pour madame machin ». S'il y en a un qui le dit toujours, c'est du harcèlement, mais s'ils sont 10 à le dire qu'une seule fois, c'est aussi... C'est du harcèlement. Okay. C'est du harcèlement sexuel. Donc faut être vigilant à ça. Et là, encore une fois, c'est quand même assez intelligent de la part de ce texte de l'avoir prévu, puisqu'on sait très bien que l'effet de groupe, dans ce type de situation, est très puissant. Donc c'est précisément ce qu'on souhaite éviter. Ouais. Alors, on voit bien harcèlement sexuel, les propos, les comportements, ou bien, deuxième définition, la pression grave pour obtenir un acte de nature sexuelle. Mais c'est quoi la différence avec le sexisme? Parce que souvent, en discutant avec des personnes, on s'aperçoit que la définition du sexisme, du harcèlement aussi, mais du sexisme est un peu floue. Oui, alors ce que vous avez pu remarquer, c'est qu'effectivement, dans la définition du harcèlement sexuel, on inclut les propos sexistes. Donc ça, c'est pas très ancien, c'est relativement récent, puisque c'est lié à une réforme de ce texte qui date du 2 août 2021, qui est entré en vigueur en mars 2022. Et là, on a voulu intégrer la notion de sexisme, alors que le sexisme, si on reprend le Larousse, c'est le fait de discriminer, d'avoir un comportement discriminatoire en raison du genre. Alors que le harcèlement sexuel, en général, c'est dans le but réel, ou du moins supposé, d'obtenir des faveurs sexuelles d'une personne. Donc on n'est pas sur la même définition. Et pourtant, ça a été intégré dans le texte. La raison, elle a été avancée de manière très claire, c'est de pouvoir faire bénéficier des victimes de harcèlement, de sexisme, du même régime probatoire de faveur, on y reviendra par la suite, que les victimes de harcèlement sexuel pur et dur. Donc c'est leur faciliter, je dirais, la tâche dans le cadre de l'apport de la preuve. Voilà. Et puis en plus, le sexisme répond quand même, emporte des conséquences quand même très similaires au harcèlement sexuel, puisque en général, lorsqu'on fait l'objet d'un comportement sexiste, on porte atteinte à la dignité de la personne. Oui, souvent, oui, quand même. Quand même, oui. Et très souvent, c'est plutôt dénigrant et humiliant. Donc on a quand même des conséquences qui sont identiques au harcèlement sexuel. Voilà. Oui, les blagues sexistes sont rarement glorifiantes et valorisantes, effectivement. Oui. Alors, j'ai une autre question, en fait, parce que c'est des situations que je vois lorsque je rencontre des services RH, des managers, etc. Quand on a le plotage, quand quelqu'un met une main aux fesses de temps en temps à une collègue,
On imagine, de temps en temps, oui, on imagine que c'est dans le but éventuellement d'avoir une relation sexuelle avec elle. Est-ce que ça aussi, c'est du harcèlement sexuel ou pas alors? Alors, ça, c'est quand même quelque chose de plus grave. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on porte atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne, hein, donc en clair, quand on touche les parties intimes, hein, qui sont généralement les fesses, le sexe et la poitrine, là, on est sur des agissements qui peuvent être qualifiés d'agression sexuelle. Donc on est encore au-delà du harcèlement. Bien évidemment que là, le critère de répétition n'est pas nécessaire pour être sanctionné. Ça veut dire qu'une seule fois, ça suffit pour être qualifié d'agression sexuelle. Il n'y a pas besoin de répétition. Ah, pas du tout. Non, pas de répétition. Pas de répétition. Une main aux fesses, et là, vous pouvez être licencié pour faute grave. Voilà. D'accord. Il faut être clair. En plus, c'est pour le coup. Alors, bien sûr, après, il y a toujours une question de preuve. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais là, les tribunaux sont très sévères. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a une différence dans la définition qui est donnée par le Code du travail sur le harcèlement sexuel et puis par le Code pénal? Alors, il y a une différence qui est très subtile, puisque lorsqu'on lit le texte de manière un peu rapide, c'est la même définition. C'est la même chose. Ouais. Il y a le triptyque avec la partie qui concerne la répétition, l'autre partie sans la répétition, et puis de groupe et sans le groupe. Là où il y a quand même une différence, c'est sur l'élément intentionnel, puisqu'il y a un mot qui est utilisé dans la définition du Code du travail qu'on ne retrouve pas dans la définition du Code pénal. Dans le Code du travail, il est indiqué que ce sont tous propos de nature sexuelle ou sexiste qui sont subis par une autre personne, alors que dans le Code pénal, ce sont des propos et comportements qui sont imposés à une autre personne. Et en fait, cette différence linguistique, hein, de genre lexical, elle a quand même une vraie intention, qui est de distinguer le fait que pour le code du travail, donc devant le Conseil de prud'homme, l'élément intentionnel n'est pas requis, il n'est pas nécessaire, ce n'est pas un critère. Alors que cet élément-là est nécessaire, il est impératif devant les juridictions correctionnelles. Il faut pouvoir démontrer... Au pénal, oui. Il faut pouvoir démontrer l'existence de cette intention. Voilà, c'est vraiment la différence majeure. C'est vrai que dans le Code du travail, c'est marqué « aucun salarié ne doit subir les faits ». Voilà, c'est ça, Aucun salarié ne doit subir les faits. Ouais. Tout à fait. Alors, là, ce qu'on a pu évoquer comme situation, c'est a priori des situations entre collègues, avec ou sans lien de hiérarchie. D'ailleurs, est-ce qu'un lien de hiérarchie, c'est plus grave dans le Code du travail que si c'est juste un collègue ou même un subalterne, quelqu'un qu'on encadre? Dans la définition, il n'y a pas de rapport hiérarchique. Alors effectivement, dans la définition du Code du travail, il n'y a pas de distinction de gravité si on est subalterne ou alors si on est sur une relation horizontale. Il n'y a pas de distinction qui est faite dans le texte. En pratique, devant le Conseil de prud'homme, si l'affaire devait venir dans le Conseil de prud'homme, ça rentre quand même en ligne de compte. Il est clair que le jeune stagiaire qui se fait harceler par son tuteur, ça ne va pas être ressenti et sanctionné de la même manière que des collègues qui ont un niveau hiérarchique totalement identique. Donc dans les deux cas, la reconnaissance de harcèlement sexuel va être là. Bien sûr. Simplement, la sévérité... C'est l'appréciation qui peut être quand même différente. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une autre distinction que fait le Code pénal et que ne fait pas le Code du travail. C'est que dans le Code pénal, il y a des sanctions pénales qui sont donc prévues évidemment et qui sont plus sévères pour dans les situations dans lesquelles l'auteur du harcèlement a un lien d'autorité et de hiérarchique sur la victime. Mais alors, si c'est quelqu'un de l'extérieur, si c'est plus un collègue de travail, mais si c'est par exemple un client, moi je pense à une situation qui m'avait été rapportée comme ça dans un laboratoire pharmaceutique où la commerciale allait chez les médecins. Et il y avait des médecins qui faisaient des invitations très très lourdes pour passer la soirée et la nuit avec elle. Donc là, c'est plus un collègue, c'est un client.
Ça peut être un usager, on peut être dans un EHPAD, par exemple, avec papy qui met la main aux fesses de l'aide-soignante pendant la toilette. On a plein de situations comme ça. Est-ce que c'est aussi du harcèlement sexuel quand c'est pas commis par quelqu'un qui est un collègue? Alors, de toute façon, par définition, c'est toujours du harcèlement. Enfin, si on rentre bien sûr dans la définition, c'est du harcèlement sexuel, puisque de toute façon, le code pénal le prévoit et ne fait pas de distinction entre lien collègue de ou pas collègue. Collègue. Donc, on est sur du harcèlement sexuel. Ça, c'est certain. Donc, le fait que ce ne soit pas un collègue, qu'il ne fasse pas partie de l'entreprise, que ce ne soit pas un associé, le patron, etc., ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, ça signifie que cette situation doit être traitée comme telle. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans la situation où, même ça peut être un prestataire, quelqu'un qui vient dans l'entreprise travailler pour, je sais pas moi, gérer l'informatique, une PME et autres. Comment est-ce que le service RH peut gérer cette situation? Alors, déjà, ça, on pourra revenir plus globalement sur la manière de réagir en cas de signalement d'une situation de harcèlement sexuel. Mais lorsque c'est une personne extérieure, la particularité par rapport aux autres situations, c'est que si c'est un prestataire extérieur, il est nécessaire de se mettre en lien avec l'employeur du prestataire extérieur, déjà, pour qu'il y ait éventuellement une enquête croisée. Voilà. Alors, les posters, les photos, les calendriers avec les femmes nues, avec les pompiers, les hommes nus aussi, qu'on retrouve, il y a des bureaux comme ça. Moi, ça m'est arrivé d'entrer de nuit dans des entreprises et il faisait nuit, c'était en hiver et donc c'était éclairé et je voyais des posters comme ça d'hommes nus affichés. Ça entre dedans ou pas, ça? Alors, ça peut. Mais il n'y a pas d'automaticité. De toute façon, en général, il y a peu d'automaticité, sauf la main aux fesses ou le flottage. Alors là, il y a une quasi-automaticité. Parce que c'est une agression. Oui, voilà, parce que c'est une agression. Mais sinon, il n'y a jamais d'automaticité. Il faut toujours quand même travailler avec subtilité en termes de harcèlement sexuel. Par exemple, si on travaille dans un open space et que cet open space est composé de 80% d'hommes, et qui affiche des photos, des cartes postales à caractère pornographique, oui, même érotique. Des photos de femmes nues en position suggestive. Qu'à cela s'ajoutent des gros regards appuyés, quelques blagues. Alors là, oui, bien évidemment que ça va permettre de caractériser le harcèlement sexuel. Et c'est pas sur une personne en particulier, ce harcèlement sexuel? Oui. Donc c'est quoi? C'est du harcèlement sexuel d'ambiance? C'est du harcèlement sexuel d'ambiance. Et une personne qui va faire le signalement peut se sentir atteinte dans son intégrité. Alors que peut-être d'autres le sauraient moins. Mais ça, vous voyez, c'est pour ça, quand on revient à ce que tu disais au tout début, il y a quand même une partie de subjectivité, de ressenti, évidemment. Mais là, oui, ça pourrait tout à fait participer à la caractérisation d'une situation intimidante, offensante, humiliante, et donc caractériser le harcèlement sexuel. En revanche, c'est vrai qu'on peut se poser la question dans un bureau isolé qui est occupé par une seule personne, un seul salarié, et par exemple le calendrier des pompiers, à visée plutôt humoristique, que véritablement... les fois, ils sont quand même tout nus. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un calendrier de pompiers féminins ou masculins, donc j'avoue, je n'ai pas tout à fait les images en tête, mais bon, là, ça ne va pas être automatique. D'accord. Voilà. Et puis après, c'est pareil, ça dépend de l'affichage du nu, c'est-à-dire que si on est sur une affiche de film ou artistique, on peut aussi se poser la question. Dans tous les cas, quand on est employeur ou quand on est RH, on a quand même intérêt à limiter, voire interdire déjà les affichages, ce type d'affichage. Oui, de personnes nues, quoi. Voilà, et de conditionner aussi tout type d'affichage personnel, parce que pour éviter ce type de dérive. De toute façon, il n'y a pas de raison d'avoir dans un bureau une reproduction de la naissance du monde. Pas spécialement. Enfin, pas particulièrement. C'est pas nécessaire. Tu parlais de la question psychologique, en fait. Une personne peut subir du harcèlement sexuel, mais aussi moral, sans en souffrir. C'est-à-dire que soit elle a pris du détachement avec ça, soit ça entre dans ses critères de normalité. Oui. Mais pour autant, les actes commis restent du harcèlement. Oui.
Est-ce que si la personne n'en souffre pas, c'est quand même quelque chose qui doit être géré en RH? Alors oui, dans tous les cas, ça doit être géré en RH, même s'il n'y a pas de signalement. C'est-à-dire que s'il est manifeste qu'il y a une situation de harcèlement sexuel dans une équipe et que personne ne vient se plaindre, il est absolument indispensable d'endiguer le phénomène. Quels sont les recours alors pour ces salariés qui, eux, pensent subir du harcèlement sexuel? Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se faire entendre et puis que ça puisse s'arrêter? Alors, il y a le recours. Il y a la voie judiciaire, évidemment, mais après, ça dépend si on parle de recours interne ou externe. Interne d'abord. D'abord interne. Alors, le recours interne, bien sûr. Donc, généralement, dans les entreprises qui ont plus de 250 salariés, il y a le référent harcèlement qui doit être mis en place. Il est obligatoirement présent dans ces entreprises depuis 2019. Pour les entreprises plus modestes, plus petites, il est conseillé d'en avoir un, ou au moins d'avoir un CSE qui est formé sur la question, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Donc il est conseillé de se rapprocher de ces personnes-là, en premier lieu pour avoir un soutien et de faire en sorte que ces personnes-là soient formées pour accueillir la parole. Bien évidemment, il y a le RH, c'est quand même aussi la parole naturelle, la voix naturelle. Après, il ne faut jamais oublier le médecin du travail, qui est un vrai allié, qui peut être aussi un vrai allié dans cette question-là. Et puis, il y a la DRITS, l'inspection du travail. Bon, là, on sort de l'entreprise, qui peut intervenir également. Et puis, les collègues. Ouais. Il faut aussi penser aux collègues de confiance. Et donc, si moi, salarié, je subis du harcèlement sexuel, donc je peux en interne faire ça. Et en externe, je peux poursuivre, déposer plainte contre la personne. Oui. Oui. Oui, on peut déposer plainte. Donc il y a la voie, comme je le disais en préambule, pénale et la voie prud'homale. Le pénal peut avoir un intérêt dans certaines situations. Encore une fois, c'est toujours à prendre avec... c'est toujours du cas par cas, mais le dépôt de plainte peut avoir un sens, même s'il ne faut pas en attendre forcément grand-chose du fait de l'encombrement des juridictions pénales et de la lenteur de la justice, qui est liée à d'autres problématiques, mais ça peut quand même avoir un sens parce que ça peut être très dissuasif. Donc ça fonctionne toujours à ce niveau-là. Ouais. Ça peut alimenter aussi un dossier pénal qu'on introduirait de manière parallèle. Donc pénal ou prud'homme prud'homal, effectivement, prud'homal que l'on introduirait de manière parallèle. Effectivement, d'arriver au prud'homme avec une plainte pénale qu'on a déjà déposée, ça peut renforcer cet aspect-là. Après, il faut s'attendre à avoir un classement sans suite, puisque comme on le sait malheureusement, ce sont des plaintes qui sont peu poursuivies aujourd'hui. Alors, le salarié dénonce des faits de harcèlement qui sont plutôt clairement caractérisés, harcèlement sexuel, et l'employeur fait rien. Est-ce qu'il peut avoir des recours? Est-ce qu'il peut aller au prud'homme pour ça? Est-ce que l'employeur a un devoir vis-à-vis du salarié? Alors, imaginons que l'employeur soit l'auteur du harcèlement sexuel. Là, il n'y a pas de débat. Oui. Bien évidemment, le prud'homme est tout à fait ouvert et on part bien en tête sur cette voie-là. Et mais effectivement, la question pourrait se poser en se disant, mais après tout, l'employeur, lui, c'est pas lui qui harcèle personnellement. N'empêche que bien sûr qu'il y a des recours sur le terrain, notamment l'obligation de sécurité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, mais également sur le terrain du harcèlement sexuel, de ce texte-là que j'ai indiqué lui-même. Puisque quelque part, l'employeur se rend quelque part un peu complice de cette situation s'il n'a rien fait. Donc l'inertie est une faute grave, qui peut être une faute grave de l'employeur vis-à-vis de son salarié. D'accord. Donc quelqu'un qui dénonce des faits de harcèlement sexuel et puis l'employeur, 8 mois après, commence à faire une enquête harcèlement, là, l'employeur peut être fautif. Sauf si les 8 mois se justifient par... Oui, mais si c'est pas justifié, si c'est parce que... Si effectivement on a fait preuve de négligence, ou bien évidemment ça peut être sanctionné et ça peut constituer une faute grave devant le Conseil de prud'homme, puisqu'on a laissé la personne
souffrir et dégrader ses conditions de travail de manière totalement injustifiée, dès lors que l'employeur était manifestement au courant. Ouais. Alors, situation où le service RH prend les choses vraiment en main. Comment ils doivent gérer cette situation? Est-ce qu'il faut faire une enquête? Qui fait l'enquête? Comment ça se passe? Alors déjà, il vaut mieux pour un service RH qu'il ait mis en place toutes les mesures de prévention, parce que pour la suite d'un signalement, ce sera quand même beaucoup plus facile si on a un document unique, si on a été formé et si on a une procédure de signalement qui a été élaborée conjointement avec le CSE, par exemple, avec les représentants du personnel. Ouais. Déjà, ça va vraiment faciliter les choses. Si ce n'est pas le cas, il va falloir un petit peu improviser. Donc, c'est plus compliqué. Ce qui est conseillé, c'est de travailler de concert avec les personnes ressources, donc les représentants du personnel, que l'on espère former, le médecin du travail, et travailler conjointement aussi peut-être avec des experts en la matière aussi. Dans tous les cas, dans toutes les situations de signalement, il faut prévoir une enquête. Cette enquête, soit on la réalise soi-même parce qu'on a l'habitude de la faire et on a été encore une fois formé pour la réaliser, soit on délègue à un organisme extérieur spécialisé, ce qui est parfois conseillé puisqu'on a moins de risques de se voir taxé de partialité. Oui. Soit on se fait accompagner par des cabinets d'avocats ou des experts en la matière pour réaliser cette enquête. Mais c'est vrai qu'il faut éviter de partir en improvisant complètement puisque ça demande beaucoup de vigilance. Il y a plusieurs points de vigilance à observer. Oui, il peut y avoir une enquête faite et en fait qu'il y ait un vice de forme dedans, dans l'enquête. Alors oui, sachant que les vices de forme en matière d'enquête, il n'y en aura pas forcément à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de réglementation autour de l'enquête. Donc ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas normé. Donc finalement, chacun fait un petit peu à sa sauce, sauf que ce qui peut troubler le déroulement de l'enquête et la validité de l'enquête, c'est la bonne foi. C'est-à-dire qu'en droit, on dit que la mauvaise foi corrompt tout. Donc si on estime qu'il n'y a pas eu le respect des conditions de confidentialité, de neutralité, de partialité, les résultats de cette enquête peuvent être contestés devant le Conseil de prud'homme, par exemple, et être finalement écartés parce qu'on va estimer que cette enquête n'aura pas été menée de bonne foi. D'accord. Voilà. Quand on commet un acte de harcèlement, et on a vu qu'on peut... en fonction des cultures, de certains métiers, et de l'historique, les blagues graveleuses, etc., entre collègues, après une situation compliquée, tendue, parfois qui purge un peu. On a vu ça se faire par le passé, donc ce n'est pas toujours volontaire. Mais quand on est auteur d'une situation de harcèlement comme ça, sexuel, est-ce que ça constitue une faute ? Alors, l'élément intentionnel n'étant pas requis dans la définition du Code du travail, eh bien, qu'on ait fait exprès ou pas exprès, que ce soit lié à notre éducation, à notre vécu, à notre passé, etc., ça ne rentre pas en ligne de compte. Et donc, oui, ça constitue une faute professionnelle. Alors après, il va y avoir différentes manières de la traiter, cette faute. Oui. Tout dépend de la gravité de ce harcèlement, de la durée de ce harcèlement, de la manière dont il s'est matérialisé. On peut passer par la voie de l'avertissement, aller bien évidemment jusqu'à la faute grave. Donc il y a quand même normalement un panel de sanctions qui permet de, adapter la sanction. C'est toujours de toute façon le même principe. Et puis la voie disciplinaire ne doit jamais exclure la voie de la prévention et de la formation, de la sensibilisation en interne. Si on voit qu'il y a des salariés qui, on peut dire ça comme ça, seraient mal dégrossis à l'égard de la gente féminine, par exemple, ça arrive parfois. Ça peut arriver. Et bien là encore, l'obligation de l'employeur, c'est de détecter ce type de situation et de profil et de proposer, voire d'imposer, il peut aussi le faire, des formations sur ce thème.
Alors, ça c'est en interne. Imaginons maintenant en fait que la personne dépose plainte. On sait très bien que c'est difficile d'aller déposer plainte pour harcèlement sexuel, comme pour agression sexuelle, que parmi toutes les personnes qui en subissent, un petit nombre seulement va déposer plainte, et que parmi toutes ces plaintes qui ont été déposées, un petit nombre encore va aboutir. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Est-ce que c'est le parcours du combattant simplement du salarié de son côté, ou est-ce que l'employeur peut, l'ARH peut accompagner ça? L'ARH peut complètement accompagner ça par justement la mise en place des procédures de signalement spécifiques qui vont permettre de garantir la confidentialité, voire parfois l'anonymat, parce que ça se fait aussi dans les procédures d'alerte. On peut être totalement anonyme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être encouragé dans les entreprises pour faciliter les détections des situations à risque ou qui sont déjà existantes. Après, au niveau de la procédure externe, les procédures judiciaires, idéalement, il faudrait plus de moyens. Mais ça, c'est encore un autre débat. Parce qu'on en est encore au stade où beaucoup dépôts de plainte sont classés sans suite, malheureusement. Mais au niveau interne dans l'entreprise, il y a véritablement des actions qui peuvent être menées et qui peuvent porter leurs fruits. Et il y a un élément sur lequel il faut aussi réfléchir à chaque fois que cette problématique se pose, c'est la suite d'une éventuelle enquête. C'est que fait-on de l'auteur, que fait-on de la victime et que fait-on lorsque l'enquête finalement aboutit à des conclusions mitigées, c'est-à-dire mi-figue, mi-raisin. Et ça arrive. Ça arrive. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant en amont de réfléchir à comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes suite à une enquête, qu'elle soit positive ou négative, pour que qu'elles puissent reprendre leurs fonctions dans des conditions à peu près normales. Merci Florence Monteil pour cet entretien. Maintenant, on va passer aux questions des participants. Alors, en première question, Nathalie te demande comment convaincre que tout n'est pas permis sous couvert d'humour. Parce que les gens disent oui, non, mais je rigolais, c'est une blague, t'as pas d'humour. Comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux personnes que non, l'humour ne permet pas tout quand même? Oui, ça peut passer que par la formation, par la formation et la sensibilisation répétée, quitte à passer pour quelqu'un de très puritain ou d'un petit peu... Mais ça, on n'a pas le choix quand on est dans un service RH ou quand on est employeur, parce qu'il faut expliquer ce que chacun sait, qu'on a tous des sensibilités bien sûr, différentes et que ça, il faut le respecter. C'est exactement le même problème pour les blagues, je suis désolée, mais à connotation raciale. Donc il y en a certains qui vont expliquer que c'est sous couvert d'humour qu'on va se permettre d'adopter... ce type de comportement. Donc c'est vrai que quand on fait l'analogie entre les blagues racistes et les blagues sexistes, parfois ça permet de comprendre aussi, parce que souvent on comprend que les blagues racistes ne soient pas tellement admis. Et on le comprend peut-être moins du côté sexiste. Et voilà. Et donc c'est peut-être ça qui peut être intéressant de mettre en évidence. Amélie te demande comment faire quand l'employeur, malgré plusieurs alertes sans conséquences pour la personne qui est victime de harcèlement, quand l'employeur ne fait pas, comment on fait? Comment on agit? Est-ce qu'il faut, je sais pas, passer par le syndicat, un syndicat? Est-ce qu'il faut aller au prud'homme? Alors, il y a la voie de l'inspection du travail, parce que je sais qu'elle n'a pas forcément bonne presse, cette voie-là. Mais malgré tout, quand on a un dossier assez étayé, et qu'on y retourne, c'est-à-dire qu'on fait une première plainte et puis il ne se passe rien, parce que pareil, c'est un problème d'effectifs, un problème de moyens, mais qu'on insiste et qu'on apporte quelques éléments. L'inspection du travail, je peux vous dire, ça dissuade pas mal quand il débarque dans une entreprise. Ça, c'est quand même très compliqué. Après, il y a le dépôt de plainte. Et le dépôt de plainte, même si on a effectivement des statistiques qui ne sont pas très bonnes, puisque la plupart finissent classés sans suite, un employeur qui voit arriver la copie
d'un dépôt de plainte, ça secoue. Oui, il doit se dire, oh là là, ça devient risqué pour moi, là, il va ouais, falloir que je bouge. C'est ça. Ouais. Voilà. Après, y a le recours au courrier d'avocat qui fonctionne pas mal pour quand même l'utiliser. Là aussi, ça permet de faire quand même bouger. Je veux dire, le salarié prend contact avec un avocat et c'est l'avocat qui adresse un courrier à l'employeur en disant, voilà, on a tels éléments qui montrent du harcèlement sexuel. Et ça fait plusieurs fois et là, il ne se passe rien. Donc, on vous signale que vous êtes en plein dedans, là. D'accord. Donc, c'est la dernière fois qu'on vous écrit, puisqu'ensuite, on saisit le conseil de prud'homme. Ouais. Ça marche pas mal aussi. Ouais. Et puis, une question, où est-ce qu'on peut trouver les documents d'information à mettre dans les services? Est-ce qu'il existe, en fait, un guide, un manuel, un répertoire d'affichage sur ça? Ou est-ce que chaque entreprise peut faire son infographie? Non, il en existe. Alors, je vous dis sincèrement, je ne les ai pas... Il doit y avoir l'INRS qui doit proposer... Il y a l'INRS qui propose aussi, il me semble, de mémoire, mais des modules pour réaliser des enquêtes qui tiennent la route et qui respectent les grands principes. L'ANACT peut-être aussi. Ouais. Voilà. Donc ça, sincèrement, je n'ai pas toutes les références, mais c'est certain qu'il y a des éléments sur Internet qui sont diffusés et qui proviennent d'organismes très sérieux et qui ont pignon sur rue, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Merci à toi, Sébastien. Merci à tous. Et à bientôt.